Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Magali. Bonjour Sylvie, bonjour, bienvenue. Ça va se remplir progressivement, je pense. Hop. Bien, moi je vais, comme on a quand même, voilà, c'est une petite, un petit espace de temps, je vais démarrer, comme ça fera arriver les autres et tout le monde sera là au moment où Stéphanie va présenter. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bienvenue pour ce Let's CY. Je suis ravie de lancer le Let's CY de ce jour, vendredi 26 novembre. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de cette table virtuelle pour écouter, pour échanger, pour apprendre plein de nouvelles choses, notamment et plus particulièrement en lien avec les enjeux de la transition écologique et sociale. C'est vraiment un événement qui permet à la fois effectivement de faire connaître des dispositifs, des projets, mais c'est aussi ce qui permet de connecter les gens, de faire connaissance avec des collègues, avec des porteurs de projets au sein de l'université, au sein des établissements de l'Alliance ou ailleurs. Et aujourd'hui, c'est une ancienne étudiante de CY que nous avons le plaisir d'accueillir, Stéphanie Longa, qui était étudiante donc, de la licence, diplômée de la licence Sciences de la vie, biologie générale et sciences de la Terre. Madame Longa est chargée de mission aujourd'hui, chargée de mission trame écologique au Parc naturel régional du Vexin. Et nous sommes donc ravis de l'accueillir. Merci à Olivier Gallet, qui est son professeur, de nous avoir permis effectivement de l'avoir aujourd'hui avec nous. Et Stéphanie va nous parler, je pense, un peu de son métier, dans une présentation intitulée « De Cergy au Vexin, il n'y a qu'un seul chemin ». Je vous laisse la main, Stéphanie. Merci beaucoup. Je me présente, donc Stéphanie Longa, je suis actuellement donc, au Parc naturel régional du Vexin, où j'étudie les trames écologiques. Donc en fait, de Cergy au Vexin, il n'y a pas qu'un seul chemin justement, parce que ce chemin que je vais vous présenter, c'est le mien. Comment je suis arrivée de l'université de Cergy au Vexin. Je vais vous faire un rapide état des lieux en fait un peu donc de mes différentes missions et aussi où est-ce que j'ai été un peu partout en France. Donc Cergy, licence de biologie générale et sciences de la Terre. Ensuite, j'ai enchaîné avec un master en écologie spécialisé sur les zones humides à Angers. Et de ce master, j'ai dû effectuer 2 stages, comme se font en master 1 et en master 2. Un stage sur la cartographie des espèces exotiques envahissantes et un stage, sur une méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides, dont je vous reparlerai un tout petit peu plus tard. Voilà, une licence enfin, en master, donc diplômée de master en 2014, donc depuis, il y en a eu du chemin, maintenant que nous sommes en 2021. Et ben, là, on vient de trouver son premier travail. Donc, je suis arrivée animatrice nature au sein d'une association qui s'appelle Temps Jeune, qui était dont le siège social est à Lyon et dont l'animation que je faisais était à Notre-Dame-du-Pré, donc dans les montagnes des Alpes. Ensuite, je suis partie donc à la direction départementale des territoires pour travailler sur la cellule de crise agricole. Puis j'ai été dans l'Est pour travailler sur la cartographie des cours d'eau dans le département du 57 et du 52. Je suis retournée en direction départementale des territoires pour la police de la pêche et la cartographie des cours d'eau et les espèces protégées. Puis je suis allée donc à la SNPN, qui est une des plus anciennes associations de France sur la protection de l'environnement, pour travailler sur le sonneur à ventre jaune, un petit crapaud au niveau de la vallée du Petit Morin, qui est dans le 77. Je suis retournée du côté de l'Est pour rentrer dans les bureaux d'études, où j'ai été chef de projet en hydrobiologie et experte zone humide. Et je suis repartie du côté d'Angers
pour continuer en bureau d'études et revenir, et continuer en fait chef de projet en expert zone humide. Et entre-temps, donc depuis 2019, je suis arrivée au PNR du Vexin. Bon, je vous passe rapidement les étapes de, de ma vie parce que c'est juste pour vous montrer en fait un petit peu que il y a justement pas qu'un seul chemin et qu'il y a eu beaucoup d'expériences avant d'arriver ici au parc naturel du Vexin français. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai 7 ans d'expérience avec tous ces petits aléas de devoir partir à peu près partout en France. J'ai eu des contrats plus ou moins longs. Tout ça pour vous montrer que chaque expérience est une expérience importante et intéressante. Et en tout cas, pour moi, de mon point de vue, sur mon parcours à moi, j'ai eu énormément de chance et plein de structures différentes qui m'ont permis d'avoir un regard assez diversifié sur l'ensemble des postes qu'on pouvait avoir en écologie. Et c'est un peu sur ça que je vais faire ma présentation. Donc déjà, dans un premier temps, je souhaitais vous montrer en fait les différents types de structures qui peuvent vous employer à l'avenir quand vous aurez envie de travailler dans l'écologie. Donc il y a les structures associatives. Les grandes associations, mais il y a aussi des associations locales qui peuvent vous employer. Le secteur privé, de par les bureaux d'études, de par les grands groupes ou les porteurs de projets. Et le secteur public, où là, il y a quand même une grande partie aussi de structures qui permettent de rentrer en tant qu'employé, donc soit en étant fonctionnaire et en passant des concours, soit en étant contractuel de la fonction publique. Ce que je suis aujourd'hui au sein du parc naturel régional du Vexin. Et donc moi, mon parcours, c'est comme vous avez pu le voir tout à l'heure, plein d'expériences dans différentes structures. Et par contre, en majorité, j'ai été contractuelle de la fonction publique parce qu'il y a quand même 56% de mon temps aujourd'hui que j'ai passé dans la fonction publique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est écologue? Des missions pas impossibles en tant qu'écologue. Alors du coup, moi, comme je vous disais, j'ai été experte zone humide. Donc, experte zone humide, en quoi ça consiste? Il faut savoir que dans l'écologie, il y a énormément de choses qui sont reliées à la loi biodiversité, à la loi sur l'eau, qui date d'un peu plus, c'était 1992, et qui sont régies du coup par des textes de loi. Et en fait, nos missions d'écologie, elles sont très reliées à ces textes de loi. Donc, une expertise zone humide, ça va consister généralement à faire un repérage des zones humides lorsqu'il va y avoir un projet. Parce que la loi, en gros, c'est que s'il y a un projet qui est d'installation d'ouvrages, de travaux ou d'aménagement au niveau d'une zone humide, il va être soumis à une demande auprès des services de l'État. Et selon la surface de celle-ci, elle va forcément être soit une demande d'autorisation, soit une demande de déclaration, et ça nécessitera d'autres études particulières et plein de pièces, etc. Ce qui fait que ces démarches sont faites pour éviter de faire de l'érosion de la biodiversité et des milieux, et donc limiter l'impact qu'on pourrait engendrer sur les zones humides. Donc, le repérage des zones humides, ça va être une prélocalisation sur de la cartographie, une détermination de terrain qui, elle aussi, est complètement reliée à la loi, puisque la loi nous demande de terminer sur le terrain d'une manière particulière. La délimitation des zones humides, ça fait d'abord par un inventaire floristique. Si l'habitat est naturel, et qu'il est aux zones humides, alors on sera en zone humide. S'il n'est pas zone humide, on ne sera pas en zone humide. Si l'habitat n'est pas naturel, ça nécessite de faire des sondages pédologiques et d'étudier la terre pour savoir si il y a du mouvement d'eau dans la terre, et donc de savoir si on a des traces qui permettent de dire qu'on est en zone humide ou non. Donc voilà, c'est vraiment pas tout à lire, hein. C'était juste pour vous montrer ce que peut donner le résultat d'une expertise zone humide, la cartographie. Donc là, sur la carte, on voit en bleu ici un petit peu de zone humide. Le reste, c'est de la description de sol particulière parce que c'était plus ou moins sableux, etc. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait la végétation, donc là on était sur de la culture, donc forcément un habitat pas naturel, on se retrouve à devoir faire de la pédologie. La pédologie nous entraîne et nous dit ici c'était humide, le reste ça l'est pas. L'expertise zone humide, c'est aussi maintenant justement parce que depuis 2016, 2016-2017, il y a une nouvelle méthode nationale sur la fonctionnalité des zones humides qui a été mise en place. Donc du coup, c'est aussi respecter la doctrine de France qui dit qu'il faut éviter avant de faire un impact, le réduire au maximum et compenser quand on ne peut pas. Donc cette méthodologie, elle a été réalisée dans le cadre de cette doctrine pour, lorsque l'on doit compenser, faire un état initial de la fonctionnalité de la zone humide au départ
et ensuite établir une comparaison avec la zone humide qui va être compensée pour voir si on va compenser à hauteur égale au niveau de la fonctionnalité. Les zones humides, elles ont des fonctions qui sont particulières. Elles ont une fonction, par exemple, hydrologique, qui va permettre le ralentissement des ruissellements, qui va accompagner, du coup, pour un service rendu à l'humain, elle va réduire les inondations. Elle va avoir des fonctions biogéochimiques et physiques qui vont être plutôt liées à la dépollution de l'eau, donc qui vont améliorer la qualité des eaux, et des fonctions écologiques qui vont être tout ce qui est biodiversité, écosystème, cycle de vie et ce genre de choses. Donc là, c'était donc un tableau qui permettait de dire, après l'expertise zone humide, on révèle des choses sur le terrain et on peut en déduire si oui ou non notre zone humide est en bon état. Et après, on pouvait mettre en place enfin, on pouvait modifier en fait les critères pour dire si on compense et qu'on fait tel type d'aménagement, est-ce qu'on aura une meilleure zone humide après ça. J'ai également donc du coup beaucoup travaillé sur tout ce qui était cours d'eau. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, toujours lié à la loi. En fait, l'objectif de la loi française, c'est d'assurer la bonne gestion équilibrée, durable de la ressource en eau. Et une des priorités, c'est la prévention des inondations, la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides. Donc là, l'idée, c'était un endroit où justement il y avait de l'inondation qui arrivait chez des particuliers suite à un aménagement routier. Et du coup, il fallait faire un état des lieux de quels sont les points noirs et comment faire, quelles seraient les solutions pour limiter ces inondations. Donc, une expertise cours d'eau, c'est l'observation préalable sur la cartographie, comme pour les zones humides, le repérage des écoulements naturels, parce que c'est important, ça va être les ruissellements et tout ce genre de choses, et du coup, ça va arriver dans le cours d'eau et ça va faire gonfler le cours d'eau. La visualisation de terrain, c'est nécessaire d'aller sur le terrain pour pouvoir vraiment voir ce qui s'y passe, quelles sont les problématiques, et du coup, à partir de là, identifier les problématiques. Et après ça, l'idée, c'est d'essayer de donner des solutions aux personnes qui sont là pour réarranger la problématique. Donc là, l'idée, c'était au final, plutôt que d'avoir un canal en plein milieu, le long de la bordure de l'autoroute, ça aurait été de refaire des reméandrages et d'utiliser un endroit ici qui était pas habité, comme un endroit où les inondations pouvaient se faire naturellement, puisque c'est quelque chose de nécessaire dans la vie d'un cours d'eau, d'avoir des inondations, et que plus on les met tout droit, plus on va les enfermer dans des bus, plus moins ils seront naturels et moins ils pourront assurer leur fonctionnalité également. Aujourd'hui, du coup, je travaille sur des actions qui vont être principalement sur la continuité écologique et des manières de la préserver. Donc, les continuités écologiques, aujourd'hui, on en donne 3 grandes, qui sont la trame verte, la trame bleue et la trame noire. Ça consiste à avoir donc des réservoirs de biodiversité, où on a une forte biodiversité, et des corridors écologiques, qui sont des petits patchs qui permettent aux espèces de se déplacer d'un réservoir de biodiversité à l'autre pour faire du brassage génétique. La trame verte, ça va correspondre globalement à tout ce qui va être boisement, haies, prairies. La trame bleue, les cours d'eau. Et la trame noire, c'est ce qui prend en compte la pollution lumineuse. Donc ça, c'est vraiment, ça fait longtemps qu'on en parle, mais ça fait peu de temps qu'on parle du coup de la trame noire aujourd'hui. Et donc, bien évidemment, c'est un peu plus complexe que ça. C'est des matrices très, très très enchevêtrées. Et nous, aujourd'hui, avec nos actions humaines, on est arrivé sur ces trames et on a fait des fragmentations, des discontinuités avec des barrages, des routes, la pollution lumineuse, etc. Donc voilà, comme je vous disais, une matrice complexe avec de nombreux facteurs de perturbation, parce que tous sont reliés et on n'a pas juste du noir, du bleu et du vert, tout est mélangé. L'étude de la continuité, donc là, je voulais vous montrer une mise en place d'actions de restauration de la continuité. Donc en fait, là, ça consistait à essayer de reconnecter 2 zones humides entre elles pour une population de crapauds communs globalement, mais des amphibiens de manière générale, puisque du côté d'ici, nous avions des mares et un boisement dans lesquels les amphibiens se reproduisaient, mais aussi hivernaient. Et de l'autre côté, il y avait des étangs dans lesquels ils allaient se reproduire. Donc il y a un passage ici. La route qui est ici est très empruntée depuis l'arrivée de Waze, parce que le GPS faisait passer par cette route. Et donc, du coup, les crapauds se faisaient écraser quand c'était la reproduction. Donc, avec la commune et l'association, on a mis en place un crapauduc qui aujourd'hui permet de laisser passer les amphibiens sans gêner la circulation des voitures.
Travailler dans l'écologie, c'est aussi savoir être chef de projet et de réaliser un projet dans toutes ses étapes. Donc du début à la fin, des procédures d'initiation des objectifs d'un projet, de la programmation, c'est-à-dire faire un rétro-planning, savoir quelle étape on va faire à quel moment, connaître le suivi de ses ressources en termes humains, mais aussi financiers. Faire le suivi du projet parce que c'est important, il faut quand même suivre si on arrive à suivre les étapes et être dans les temps, et faire de la rédaction de dossiers, de rapports, d'études, de bilans. Souvent, on travaille sur des projets qui vont être multifacteurs, multi-acteurs. Donc là, je vous prenais l'exemple justement de la trame noire sur laquelle je travaille énormément dans le sein du parc naturel régional du Vexin. C'est un enjeu qui sollicite tout le monde, habitants, élus, entreprises privées. En fait, on est tous concernés. Et c'est un enjeu qui est facilement modifiable, mais il faut quand même prendre en compte tous les usages. En fait, l'usage particulièrement de la sécurité ou la biodiversité. Donc en fait, il faut faire les bons choix et adapter ces choix en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Et pour qu'un projet marche, il faut pouvoir associer et mobiliser tout le monde, les élus, les habitants. Et un projet multi-acteur, multifacteur, c'est vraiment quelque chose de complexe. Mais quand il est pris correctement, ça amène à de chouettes projets. Travailler dans l'écologie, c'est aussi sensibiliser et animer. Donc du coup, là, c'est l'exemple d'une exposition que nous avons mis en place avec la LPO sur le territoire du Vexin. Une exposition sur le Busard Saint-Martin. Ça fait 10 ans que la LPO suit le Busard Saint-Martin au sein du territoire. Et du coup, on a mis presque un an à faire cette exposition en lien avec le PNR et l'association. Et d'ailleurs, ce soir à Véteuil, il y aura une conférence. À Véteuil, pardon. C'est à Bencourt. Il y aura une conférence de la LPO sur cette exposition. C'est donc du coup continuer à mettre des journées de sensibilisation sur certaines thématiques. Donc, comme je vous disais, la trame noire, c'est un sujet qu'on porte beaucoup au PNR du Vexin en ce moment. Donc, on a souhaité depuis 2020 mettre en place des semaines, voire des journées de sensibilisation sur la trame noire. Ça consiste à faire des animations pour faire découvrir la pollution lumineuse, les enjeux sur la biodiversité et ce genre de choses. Et nous sommes d'ailleurs intervenus avec la CACP et Noé Conservation à la Mire de Neuville pour parler de ce sujet important. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez surtout pas à me poser des questions. Et je vous laisse cette diaporama qui vous permet en fait d'avoir un lien hypertexte sur tous les sites qui représentent qui permettent d'avoir des emplois dans l'environnement, pour vous donner une autre idée de quel type de poste peut y avoir, parce que bien évidemment mon parcours n'a pas été non plus n'a pas permis de faire tous les postes dans toutes les structures. Je vous remercie. Merci beaucoup Stéphanie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je veux bien prendre la parole le Je vous premier. en prie. Dominique Frison-Lamotte. Stéphanie, peut-être que tu te rappelles de moi, en tout cas si tu as été étudiante en licence sciences de la Terre et de l'environnement. Et non, sciences de biologie et sciences de la Terre. Tu as dû subir mon enseignement. Voilà, simplement merci pour ton exposé qui était très, très intéressant. Le titre était un peu énigmatique, donc c'était sans doute à dessein, et donc en fait c'est ta trajectoire à toi personnelle depuis jusqu'au Vexin. Et effectivement, beaucoup de chemins peuvent mener au Vexin. Alors mon propos ici, c'est simplement de te signaler que nous avons des projets en cours importants sur le Vexin au sens large, c'est-à-dire pas simplement le PNR, mais aussi le PNR, des actions qui vont de la recherche à des aspects médiation scientifique et discussion. Donc, on est en contact avec les gens du PNR, pas ton service apparemment, mais celui de Marie Laurinet notamment. Là où on pourrait converger et discuter, c'est que dans notre analyse de l'évolution long terme des processus d'érosion dans le Vexin,
évolution long terme, je parle de géologie, hein, de plusieurs centaines de milliers d'années. Est-ce que c'est moi qui... Non, Ok. c'est Dominique, je pense, Monsieur Fraison de la Motte qui du coup, ouais, a un vrai problème de... Je n'entends plus non plus. Non. Quand on est passé aux plusieurs centaines de millions d'années, hop, ça s'est C'est pris. ça. Il y a une Ça déconnexion. s'est gelé. Ah, Ah, voilà. ça y est. Bon, là, Ça y est. ouais, je suis Vous avez revenu. été coupé, ouais. J'ai un problème, effectivement. Donc, je vais parler vite, hein. Oui, on met en évidence sur le long terme un processus assez original d'érosion et de création des reliefs ou de maintien des reliefs. Et je pense qu'on aurait avantage à échanger parce que ça a des incidences assez importantes sur des questions diagnostiques de ce qu'il faut faire pour éviter notamment les risques qui sont liés à l'eau et qui sont très importants dans le Vexin. Voilà, c'était ça que je voulais dire, mais encore merci pour ta présentation qui était pour moi très instructive. Je note en tout cas que ce serait intéressant effectivement de discuter sur ça. Et puis, je verrai peut-être avec Marie Lauriné dans ce cas-là pour voir si on pourra... parce qu'en fait, du coup, c'est aussi ma responsable de pôle avec qui il faut échanger là-dessus pour d'autres projets. Parce que moi, je suis vraiment sur les projets et elle va pouvoir discuter avec vous. En plus, elle a l'historique du Vexin. Moi, je suis arrivée que depuis 2019. Donc, je pense qu'effectivement, c'est important de discuter. Non, oui, simplement, c'est pour te dire que notre département, et dans le cadre d'un projet particulier, est très actif actuellement sur le Vexin. Depuis peu de temps, mais enfin quelques années, mais de façon très active. Voilà. Peut-être une petite question. Donc, merci beaucoup pour ce bel exposé. Sur l'aspect biodiversité, donc là, tu as une certaine expérience de terrain, tu as vu un certain nombre de choses. Quel est ton sentiment? Est-ce que tu penses que la situation est complètement désespérée? Est-ce que tu penses qu'il y a encore un peu d'espoir, qu'on peut recréer de la biodiversité, qu'il y a des aménagements qui marchent et qui permettent de recréer la biodiversité? Quel est ton sentiment global? Et éventuellement, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas pour toi? Mon sentiment global sur la situation actuelle, c'est qu'on n'en fait pas assez. C'est qu'on fait semblant d'en faire, en fait, surtout. C'est qu'on surenchérit sur ce qui est fait et ce n'est pas suffisant. Je vais prendre l'exemple des cours d'eau parce que c'est un exemple qui est assez parlant. Aujourd'hui, c'est quand même des lois qui datent de longtemps. Pour autant, aujourd'hui, on continue à mettre en bordure d'un cours d'eau des zones industrielles, on imperméabilise, on empêche au cours d'eau de pouvoir avoir sa mobilité. On est en 2021, ça fait des années qu'on nous dit que c'est la cata et pourtant on continue, sous prétexte de je ne sais trop quoi d'ailleurs. Du coup, je ne sais pas si c'est... Enfin, j'ai envie d'espérer que ce n'est pas la cata et que ce n'est pas fini, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas assez mobilisé sur la gravité de ce qu'on fait quand on le fait. Les cours d'eau, c'est le plus facile pour moi parce que je pense qu'il y a une grosse partie de mon cursus que j'ai fait dedans, donc j'arrive à avoir un recul vraiment très important là-dessus. Pour moi, c'est aussi de la mauvaise connaissance. On n'a peut-être pas été assez bercé par ça, parce que par exemple, quand on parle du cycle de l'eau, on parle du cycle de l'eau qui va des nuages dans la mer, qui retombe dans les cours d'eau, mais on ne parle pas de la mobilité du cours d'eau, de l'importance qu'il a, de besoin d'avoir cette mobilité. Et encore aujourd'hui, on a des projets qui se font en bordure et qui empêchent cette mobilité. Et après, on s'étonne d'avoir des inondations conséquentes ailleurs. Et on trouve des solutions qui n'ont pas de sens, puisque en fait, la solution, c'est pas d'essayer d'enlever l'inondation, c'est d'essayer de remettre le cours d'eau dans son état. Et on n'accepte pas ça aujourd'hui, en fait. On n'accepte pas de revenir sur l'état naturel d'un cours d'eau. Donc, je suis un peu mitigée sur l'avenir.
C'est-à-dire que si on ne prend pas les choses en main, on risque d'aller droit dans le mur. Maintenant, c'est difficile aujourd'hui de prendre les choses en main. Et puis, en tout cas, tant qu'on travaille dans l'écologie, on sait qu'on fait des choses qui marchent quand même, parce qu'il y a des choses qui marchent. On est content d'avoir, moi, le crapauduc, je suis contente qu'il ait fonctionné. On a été vérifié que ça fonctionnait. Les crapauds passent à travers le crapauduc, parce que ça pourrait pu être un échec complet aussi, hein. Donc, il y a des choses qui marchent. Un autre exemple aussi, des fois, ça peut être compliqué, mais la fameuse méthode d'évaluation des fonctions des zones humides, elle a montré en fait que quand on souhaite compenser une zone humide qu'on détruit, quand on la détruit, en fait, on arrive avant, donc là, dans la réglementation, on demandait à mettre une surface x2 celle qu'on avait détruite. Sauf qu'en réalité, si on voulait marcher à la fonctionnalité de la zone, ça pourrait être genre 15 à 20 fois la taille de la zone en termes de surface pour compenser. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Mais de toute façon, c'est pas possible. C'est impressionnant de pouvoir faire 15 à 20 fois déjà, de trouver un pour un, des fois, c'est compliqué. Mais du coup, en fait, il faut vraiment revenir dans la sobriété et se rappeler quelles sont les principaux fonctionnalités de notre environnement et de marcher avec et d'essayer de les reconstruire parce que sinon, on n'y arrivera pas. C'est mon ressenti. Après, chacun son ressenti là-dessus. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est très, très intéressant, effectivement, sur ce décalage entre l'urgence et puis ce qui est fait. Et puis aussi, sans doute, effectivement, dans le quotidien qui est le vôtre, aussi, voilà, quand le crapauduc ou d'autres, voilà, quand ça marche, cette idée d'avoir fait un pas dans la bonne direction, ça doit aussi être quelque chose qui doit vous porter et qui vous a permis aussi de, je pense, aussi facilement prendre votre sac et faire tous ces coins de France pour aller servir effectivement la cause écologique et votre mission. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans... Oui, peut-être. Juste... non, mais alors, allez-y, juste après, j'ai une toute petite question d'une seconde. Allez-y, donc monsieur Philippe Corte. Oui, Philippe Cortès. Il se trouve que je suis vacataire dans un cours de l'UFR et il se trouve que je suis aussi élu local dans le Vexin. Et peut-être que vous savez qu'il y a actuellement la révision de la charte. Donc, je voulais vous interroger sur justement là-dessus. Donc, est-ce que donc voilà, là-dessus sur cette révision de charte. Du coup, la révision de la charte, elle a été entamée il y a environ 1 an et demi. Donc, il y a eu d'abord un diagnostic sur l'ancienne charte pour savoir comment avait évolué, quelles actions avaient bien été mises en place dans le Vexin, qu'est-ce qu'il y avait eu des manques, etc. Aujourd'hui, la charte, elle est en cours de rédaction et normalement, elle doit être finalisée courant début de l'année prochaine. Il y a eu des ateliers, je pense que je ne sais pas depuis quand vous êtes élu du coup dans le Vexin, mais je pense que vous avez peut-être eu part de ces ateliers parce que les élus et les habitants du Vexin avaient été invités en fait à participer à des ateliers justement pour cette rédaction de charte. Donc du coup, il y a toutes les, c'est la charte d'avant avec des améliorations. L'idée, c'est quand même qu'on aille plus loin que ce qu'on a été avant. Donc, par contre, comme je ne suis pas en charge de la révision de la charte, je ne pourrais pas vous en dire plus. C'est pas assez concrète, mais c'est parce que justement, la charte, elle engage le territoire sur les 15 prochaines années. Et en fait, ce que j'aurais aimé vous entendre, c'est justement quels seraient peut-être un ou deux enjeux pour vous, ou un ou deux points d'amélioration que vous aimeriez voir dans justement cet horizon de 15 ans. Du coup, moi, ça fait donc 2 ans que je suis arrivée au parc. Une des missions que j'avais aussi, c'était sur les trames écologiques et principalement la trame pelouse calcaire et la trame zone humide. On a réussi à travailler un peu sur la trame pelouse calcaire. Malgré tout, la trame zone humide, qui est justement connectée au cours d'eau, pour moi, c'est quelque chose qui va très, très mal dans le Vexin et ça devrait être une des priorités d'action du Vexin à l'avenir. Après, merci. Après, je sais pas. Pour moi, en fait,
la charte d'un PNR, c'est censé être plus que la réglementation, en fait. Ça devrait être... un territoire, quand il s'engage dans un parc naturel régional, c'est qu'il a envie de faire mieux. Et donc, si c'est juste respecter la réglementation, alors que normalement toute la France est censée le faire, je pense que l'idée, ce serait d'avoir des ambitions bien plus importantes et d'aller au-delà, quoi. Ouais, si je peux rajouter un simple mot pour historique un peu. Il y a un fait qui est très intéressant, qui est en fait que le parc naturel régional a été conçu, créé, voulu en parallèle de la création de la ville nouvelle de Cergy. Un peu comme un contre-feu, c'est-à-dire comme une barrière, d'une part à l'extension de la ville, mais aussi il y avait une demande forte de beaucoup, des inquiétudes. Et le parc, de ce point de vue, remplit son rôle. Je pense que c'est formidable, mais il faut évidemment, comme je le disais tout à l'heure, le Vexin, c'est plus grand que le parc naturel régional, et sans parler des régions alentours. Et donc, le parc est privilégié parce que, en son sein, on peut mettre en œuvre tout un tas de politiques écologique au sens large, mais il serait non seulement utile, mais indispensable que ça soit élargi à un territoire beaucoup plus large, parce que les problématiques du parc sont celles qu'on a, par exemple, dans le sud de l'Oise, où la configuration est exactement similaire. Voilà. Oui, ça rejoint un peu aussi ce que disait Stéphanie sur le fait que, par exemple, sur se donner une charte, si on ne va pas plus loin que finalement, voilà, ou un espace protégé, ou que la loi, effectivement, ce qu'elle impose, c'est effectivement on manque en fait à l'engagement qu'on prend en faveur justement de l'écologie, sans doute, effectivement. Et donc, de ne pas se limiter à ce périmètre identifié comme étant exclusivement protégé, d'en avoir une vision plus large. Oui, mais l'histoire est quand même très parlante. Hein. Oui, on a voulu le parc pour contrer la ville, en quelque sorte. Oui. Et ça en dit long, je pense. Oui, tout à fait. Si je peux me permettre, effectivement, cette logique-là est vraiment aujourd'hui en train de changer. Donc, effectivement, ce qui fondait le parc il y a probablement 20 ou 25 ans et qui effectivement était dans l'enjeu de cette fameuse charte initiale, est aujourd'hui réellement en train de se transformer. Et je le vois assez souvent, mais il y a plusieurs exemples qui montrent qu'il commence à y avoir des vrais sujets de coopération, en particulier sur des sujets d'alimentation, sur des sujets d'agriculture, avec des débouchés de circuits plus courts ou plus locaux. Donc là, oui, en effet, c'est d'ailleurs l'un des enjeux de la charte, qui va être de voir comment est-ce qu'on peut justement dialoguer un petit peu plus avec les territoires d'à côté. Et là, en effet, j'espère, comme vous d'ailleurs, qu'il y a un vrai changement qui va s'opérer. Merci beaucoup. À part s'il y a une dernière question, il est 14h05, ça passe vite, ça passe toujours très vite. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Je vous remercie. Merci infiniment, Stéphanie. Merci à vous toutes et tous. Et je vous annonce le prochain Let's See Why la semaine prochaine, même heure, même endroit virtuel. Ce sera une présentation du campus des métiers et des qualifications sécurité qui est à Argenteuil par le directeur opérationnel Jérôme Morge. Et donc, il parlera de ce dispositif qui a pour but de promouvoir les filières professionnelles, et là, dans le domaine de la sécurité. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de semaine. Merci encore et à bientôt. Au revoir.